Oh là là, j'ai vécu quelque chose de terrible la semaine dernière avec une patiente de 67 ans. Racontez-moi ce qui s'est passé exactement. Madame Dubois m'appelle en pleurs. Son chirurgien veut lui ouvrir le genou pour de l'arthrose. Elle allait signer les papiers d'autorisation. L'arthroscopie du genou pour arthrose est rarement justifiée après 60 ans. Les études scientifiques le démontrent clairement. Exactement. Je lui ai dit d'attendre, d'essayer d'abord la kinésithérapie. 3 mois plus tard, elle marchait sans douleur. 0 chirurgie nécessaire. C'est précisément pour cette raison que nous faisons cette émission aujourd'hui. Nous allons discuter de 5 opérations souvent inutiles après 60 ans. Bonjour à tous. Je suis Jean-Pierre Legrand, médecin généraliste avec 30 ans d'expérience. Avant tout, une précision cruciale. Je suis Camille Dubois, interniste et infectiologue. Nous ne critiquons pas vos médecins personnels, nous analysons des tendances médicales générales. Chaque cas est unique. Si votre docteur propose une opération, parlez-lui d'abord. Posez des questions sur les alternatives possibles. Commençons par l'opération numéro 1, la chirurgie de la colonne vertébrale pour douleurs chroniques. Fusion vertébrale, laminectomie, dissectomie. J'en vois tellement. Un patient arrive avec un mal de dos depuis 3 ans. L'IRM montre une hernie discale et hop, direction le bloc opératoire. Les études comparatives montrent que pour la douleur lombaire chronique, les résultats à 2 ans sont similaires entre chirurgie et traitement conservateur intensif. Mais avec la chirurgie, tu risques des infections, des saignements, des dommages nerveux permanents. C'est pas rien quand même. Je ne dis pas que la chirurgie n'a jamais sa place. En cas de syndrome de la queue de cheval avec perte de contrôle vésical, c'est une urgence absolue. Bien sûr. Mais pour la simple douleur chronique sans signe d'alarme, 6 mois de kiné intensive d'abord, exercice de renforcement musculaire, perte de poids. Monsieur Bertrand, votre patient dont vous m'avez parlé, illustre parfaitement ce principe. Hernie L4-L5, refus de chirurgie, 6 mois de rééducation. Aujourd'hui, il joue au tennis 2 fois par semaine. Si votre chirurgien propose immédiatement l'opération, demandez-lui pourquoi pas d'abord le traitement conservateur. Opération numéro 2. L'arthroscopie du genou pour arthrose. Débridement articulaire et lavage. C'est l'une des procédures les plus controversées actuellement. Controversé, c'est carrément du pipeau. Les études randomisées contrôlées montrent 0 bénéfice comparé au placebo. 0. Jean-Pierre, tempérons. L'étude de Mosley en 2002 dans le New England Journal, puis celle de Kirkley en 2008, démontrent effectivement l'absence de bénéfices significatifs. Mais alors pourquoi on continue à la faire? Parce que ça rapporte. Une arthroscopie, c'est 2000 € en 1 heure de bloc. Soyons factuels, sans cynisme. Certains chirurgiens continuent par habitude, d'autres parce que les patients demandent une solution rapide, visible. Le problème, c'est que l'arthrose est une dégénérescence du cartilage. Nettoyer l'articulation ne régénère pas le cartilage. C'est comme laver un pneu usé. L'analogie est correcte. Le cartilage continue sa dégénérescence après la procédure. Les véritables solutions: renforcement musculaire périarticulaire, réduction pondérale significative. Perdre 5 kg réduit la pression sur le genou de 20 à 30 kg à chaque pas. C'est énorme comme impact. Anti-inflammatoire non stéroïdien pour les poussées douloureuses, infiltration de corticoïdes si nécessaire, viscosupplémentation dans certains cas sélectionnés. Et si vraiment rien ne marche après 1 ou 2 ans? Là, on parle de prothèse totale du genou. Mais ça, c'est un autre sujet complètement différent. La prothèse totale est effectivement efficace dans les cas sévères invalidants. Mais l'arthroscopie simple pour arthrose? Les données scientifiques sont sans appel. Donc les amis, si votre chirurgien vous propose juste un lavage articulaire, demandez-lui s'il a lu les études des 15 dernières années. Passons à l'opération numéro 3. Les stents coronariens pour angine de poitrine stable. Sujet extrêmement délicat qui va faire réagir beaucoup de cardiologues. Attention, on ne parle pas de crise cardiaque aiguë. Pendant un infarctus du myocarde, le stent sauve des vies, c'est indiscutable. Exactement. Dans l'infarctus aigu, le stent en urgence est vital. Mais pour l'angine stable, c'est-à-dire la douleur thoracique à l'effort qui passe au repos, c'est différent. Tu marches vite, ton cœur travaille, tu as une douleur dans la poitrine, tu t'arrêtes 2 minutes, ça passe. C'est l'angine stable typique. Le cardiologue fait une coronarographie, découvre une sténose de 70% sur une artère coronaire et propose immédiatement la pose d'un stent. Et là, surprise,
Les grandes études Courage en 2007 et Orbita en 2017 montrent que le stent ne réduit pas le risque d'infarctus futur comparé aux médicaments seuls. Les résultats sont clairs. Sur la mortalité cardiovasculaire et le taux d'infarctus, aucune différence statistiquement significative entre stent et traitement médicamenteux optimal. Donc on peut éviter l'opération dans la majorité des cas, juste avec des pilules? C'est énorme comme information. Le traitement médical optimal comprend bêta-bloquant pour ralentir le cœur, statine haute dose pour stabiliser les plaques, aspirine, nitroglycérine pour les crises. Plus les changements de mode de vie évidemment. Arrêt tabac impératif, perte de poids, activité physique progressive et supervisée, gestion du stress. Je précise, si les symptômes restent invalidants malgré un traitement médical bien conduit pendant 3 à 6 mois, le stent peut alors être justifié pour améliorer la qualité de vie. Mais faut d'abord essayer les médicaments sérieusement. Pas juste 2 semaines et hop, au bloc. 3 mois minimum de traitement optimal, bien suivi. Si votre cardiologue propose un stent immédiatement, sans période d'essai médicamenteux, demandez-lui explicitement pourquoi il ne suit pas les recommandations des études récentes. Parce que franchement, poser un stent, c'est 3 000 € et ça prend 1 heure. Prescrire des pilules, c'est 30 € et ça demande du suivi. Je dis ça, je dis rien. Évitons le cynisme excessif, mais effectivement, les incitations économiques existent dans tous les systèmes de santé. C'est une réalité dont il faut avoir conscience. Bon, opération numéro 4 maintenant. Camille, c'est plutôt ton domaine cette fois. L'hystérectomie totale pour fibrome utérin bénin chez les femmes en périménopause. Ablation complète de l'utérus pour des tumeurs non cancéreuses. Attends, mais si la femme approche de la ménopause, les fibromes vont rétrécir naturellement avec la chute des hormones, non? Précisément, les fibromes utérins sont hormonodépendants, sensibles aux œstrogènes. À la ménopause, quand les œstrogènes chutent, les fibromes diminuent spontanément de 30 à 50%. Donc pourquoi enlever tout l'utérus si dans 2 ou 3 ans le problème va se régler tout seul? Ça me semble disproportionné. C'est exactement la question que toute femme de 48 à 52 ans devrait poser à son gynécologue avant d'accepter une hystérectomie pour fibrome bénin asymptomatique ou peu symptomatique. Et une hystérectomie, c'est pas une petite intervention. Anesthésie générale, ouverture abdominale ou cœlioscopie, 6 semaines de convalescence minimum. Les risques incluent infection post-opératoire 3 à 5%, hémorragie nécessitant transfusion 2%, lésion vésicale ou intestinale 1%, sans parler de l'impact psychologique. Impact psychologique? Tu veux dire que certaines femmes vivent mal l'ablation de l'utérus, même si elles n'ont plus de projet de grossesse? Absolument. De nombreuses études qualitatives montrent un sentiment de perte, de féminité altérée, même chez des femmes ménopausées. L'utérus a une valeur symbolique importante. Donc quelles sont les alternatives concrètes avant d'en arriver à l'ablation totale? Première ligne. Traitement médicamenteux. Acide tranexamique pour réduire les saignements menstruels abondants de 40 à 50%. Anti-inflammatoire non stéroïdien pour la douleur. De stéroïdes hormonales aussi, non? J'ai des patientes qui ont eu d'excellents résultats avec ça. Le dispositif intra-utérin au lévonorgestrel est effectivement très efficace. Il réduit les saignements de 80 à 90% chez 70% des femmes porteuses de fibromes de moins de 3 cm. Et si ces traitements conservateurs ne marchent pas? Il y a quoi entre les médicaments et l'hystérectomie totale? L'embolisation des artères utérines. Procédure mini-invasive par voie artérielle fémorale. On bloque l'apport sanguin au fibrome, ils se nécrosent et rétrécissent progressivement de 40 à 60%. Attends, on peut tuer les fibromes en leur coupant le sang et l'utérus reste en place? C'est génial ça! Exactement. L'utérus lui-même garde une vascularisation suffisante par ses autres artères collatérales. Convalescence de 1 à 2 semaines seulement contre 6 pour l'hystérectomie. Donc mesdames qui nous regardez, si votre gynéco vous propose directement l'ablation de l'utérus pour des fibromes, demandez d'abord le traitement médical, puis l'embolisation si nécessaire. L'hystérectomie reste indiquée dans certains cas. Fibrome très volumineux supérieur à 10 cm, suspicion de malignité, échec des traitements conservateurs, mais ce devrait être le dernier recours. Dernière opération, numéro 5. Celle-là va surprendre du monde, je pense. La thyroïdectomie totale ou partielle pour nodules thyroïdiens bénins.
Ablation chirurgicale de la thyroïde pour des nodules non cancéreux découverts fortuitement. Mais les nodules thyroïdiens sont super fréquents. J'ai lu quelque part que 50% des gens de plus de 60 ans en ont. Des études autopsiques montrent effectivement une prévalence de 50 à 70% de nodules thyroïdiens asymptomatiques après 60 ans. L'immense majorité, 95%, sont bénins. Donc on a une situation où la moitié de la population a des nodules, 95% sont pas dangereux, mais on opère quand même. C'est aberrant. Le problème est double. Premièrement, surdiagnostic massif. Avec la généralisation des échographies cervicales, des scanners, des IRM, on découvre des nodules minuscules qui n'auraient jamais causé de symptômes. Tu fais une échographie pour autre chose, une angine par exemple, et hop, le radiologue te trouve un nodule thyroïdien de 4 mm. Panique. Deuxième problème, surtraitement. Une fois le nodule découvert, la cascade interventionnelle démarre. Biopsie, surveillance rapprochée, puis souvent proposition chirurgicale par excès de prudence. Par excès de prudence ou par excès de facturation? Parce qu'une thyroïdectomie, c'est quand même un acte chirurgical bien rémunéré. Jean-Pierre, restons professionnels. Mais il est vrai que les incitations économiques peuvent influencer inconsciemment les décisions médicales. C'est documenté dans la littérature. Et quelles sont les conséquences d'enlever la thyroïde pour un nodule bénin qui n'aurait jamais posé problème? Dépendance à vie aux hormones thyroïdiennes de synthèse. Un comprimé quotidien de lévothyroxine pour le reste de votre existence, avec nécessité d'ajustement posologique régulier. Tous les jours jusqu'à la mort, un cachet. À 65 ans, si on t'opère, ça fait potentiellement 20 à 30 ans de médication obligatoire. Sans compter les complications chirurgicales possibles. Lésions du nerf récurrent entraînant dysphonie permanente, 1 à 2%. Hypoparathyroïdie avec hypocalcémie chronique, 2 à 5%. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement si on découvre un nodule thyroïdien? On fait quoi comme examen? Protocole standard. D'abord, dosage de la TSH. Si la TSH est normale et que le nodule fait moins de 1 cm, simple surveillance échographique annuelle. Et s'il fait plus d'1 centimètre? Biopsie à l'aiguille fine guidée par échographie. C'est l'examen clé. Il permet de distinguer bénin, suspect ou malin, avec une précision de 95%. Et si la biopsie montre que c'est bénin? Surveillance active tous les 6 à 12 mois. On ne touche pas. L'intervention n'est justifiée que si le nodule grossit rapidement, dépasse 4 cm avec compression trachéale ou montre des signes échographiques suspects. Donc pas d'opération préventive au cas où. Ça me rappelle l'histoire des appendicectomies préventives dans les années 70. On enlevait l'appendice à tout le monde. Exactement. Et on a arrêté cette pratique quand on a réalisé que les risques opératoires dépassaient le bénéfice hypothétique. Même logique ici avec les nodules thyroïdiens bénins. Bon les amis, on a couvert les 5 opérations dangereuses. On va faire un récapitulatif rapide avant de conclure. Opération numéro 1, chirurgie vertébrale pour douleurs chroniques. Essayez 6 mois de kinésithérapie intensive avant de vous laisser ouvrir le dos. Opération numéro 2, arthroscopie du genou pour arthrose. 15 ans d'études montrent 0 bénéfice. Misez sur le renforcement musculaire et la perte de poids. Opération numéro 3, stent coronarien pour angine stable. Le traitement médicamenteux optimal est aussi efficace pour prévenir l'infarctus. Opération numéro 4, hystérectomie pour fibrome en périménopause. Attendez la ménopause naturelle, les fibromes vont rétrécir tout seuls. Opération numéro 5, thyroïdectomie pour nodules bénins. Surveillance active suffit dans 95% des cas. Pas d'ablation préventive injustifiée. Je veux vraiment insister sur un point crucial. Nous ne disons absolument pas que ces opérations sont toujours inutiles ou mauvaises. Chaque situation médicale est unique. Notre message est: posez des questions, demandez les alternatives, ne vous précipitez pas, obtenez un deuxième avis médical si nécessaire. Un bon chirurgien ne se vexera jamais si vous consultez un collègue pour un deuxième avis. Au contraire, c'est un signe de professionnalisme médical. Nous aimerions connaître vos expériences. Avez-vous été confronté à l'une de ces situations? Avez-vous refusé une opération et trouvé une alternative efficace? Ou peut-être qu'une de ces opérations vous a vraiment aidé dans un cas particulier. Racontez-nous en commentaire. Vos témoignages peuvent éclairer d'autres personnes. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, partagez-la avec vos proches.
un parent, un ami qui envisage une intervention chirurgicale. Maintenant, je veux vous raconter quelque chose de personnel. Mon propre père, il y a exactement 10 ans, quand il avait 72 ans, Qu'est-ce qui lui est arrivé? il souffrait de douleurs au genou depuis 2 ans. Arthrose modérée confirmée par IRM. Son chirurgien orthopédiste lui a proposé une arthroscopie avec débridement. Et tu lui as déconseillé? Je lui ai dit « Papa, attends, donne-moi 6 mois. On va essayer autre chose d'abord. » Kinésithérapie 3 fois par semaine, exercice quotidien à la maison, perte de poids. Il a accepté de suivre ce programme? Heureusement, oui. 6 mois plus tard, il avait perdu 8 kilos. Sa douleur avait diminué de 70%. Aujourd'hui, à 82 ans, il fait du vélo tous les matins, 0 chirurgie. C'est exactement le type d'histoire que nous voulons partager. La chirurgie n'est pas toujours la réponse, et parfois, la patience combinée au traitement conservateur donne d'excellents résultats. Mais attention, je veux être très clair. Si vous avez des symptômes graves, des signaux d'alarme, n'attendez pas. Allez directement aux urgences. Douleurs intenses et soudaines, faiblesse musculaire progressive, perte de sensibilité, troubles sphinctériens, ce sont des urgences absolues nécessitant évaluation immédiate. Nous parlons ici uniquement d'interventions électives, c'est-à-dire programmées, non urgentes. Les vraies urgences chirurgicales sont une autre histoire complètement. Appendicite aiguë, péritonite, occlusion intestinale, fracture déplacée, hémorragie interne, ce sont des urgences vitales où la chirurgie est indispensable et salvatrice. Le message que nous voulons faire passer aujourd'hui: soyez des patients informés, actifs, qui posent des questions intelligentes à leur médecin. Votre corps vous appartient. Les décisions médicales vous appartiennent. Les médecins sont là pour vous conseiller, vous informer. Mais la décision finale vous revient toujours. N'ayez jamais peur de demander « Pourquoi cette opération maintenant ? Quelles sont les alternatives ? Que se passe-t-il si j'attends 3 mois, 6 mois ?» Et surtout, quels sont les vrais bénéfices attendus de cette chirurgie? Pas les bénéfices théoriques, mais les résultats concrets prouvés par les études scientifiques récentes. Si votre médecin se braque face à ces questions légitimes, c'est peut-être un signal d'alerte. Un bon professionnel de santé accueille toujours les questions avec respect. Nous espérons que cette discussion vous aura donné des outils pour mieux naviguer dans le système de soins, pour faire des choix éclairés en matière de santé. N'oubliez pas, beaucoup de problèmes de santé après 60 ans peuvent être gérés efficacement sans passer par le bloc opératoire. La chirurgie est un outil formidable, mais pas toujours nécessaire. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez soin de vous, informez-vous et n'hésitez jamais à questionner les recommandations médicales qui vous concernent. À très bientôt pour une prochaine discussion médicale. Et rappelez-vous, votre santé, c'est vous qui décidez en dernier ressort. Au revoir à tous. Restez curieux, restez en bonne santé et surtout restez acteurs de votre propre parcours de soins.